Salut les amis, c'est Nicolo et pour ce Sapement 5 numéro 11, on va parler des cartons rouges. C'est quelques signes qui, quand tu les vois, devraient clairement te dire de réfléchir à 2 fois avant de dégainer ta carte bancaire. Numéro 1, les finitions de gros filous. On va commencer par parler des pièces en elles-mêmes. J'ai bien cherché et je n'en ai pas trouvé plus, mais ces deux finitions-là, il faut vraiment que tu les connaisses. Ce sont les 2 cas d'école du foutage de gueule de la finition et justement les 2 cas où les marques s'adaptent aux exigences des initiés pour mieux les avoir par la suite. D'abord, le faux liseré selvage cousu par-dessus le bas de jambe. En gros, au lieu de sélectionner des parties du rouleau de tissu qui comportent ce fameux liseré cher au cœur des puristes, les marques montent ce jean de façon quelconque et rajoutent le liseré par-dessus à la fin, qu'elles auront récupéré sur des chutes de tissu. Le truc, c'est que du coup, l'argument du c'est plus cher juste parce qu'il y a un liseré selvage, ça tombe complètement à l'eau. Car ce qui coûte plus cher, c'est la perte d'optimisation de la matière utilisée sur tout le rouleau de tissu, quand tu veux avoir un liseré selvage sur toute la longueur de jambe. Et il y a pire encore, ceux qui ne s'embêtent même pas et montent un jean en toile non selvage pour y rajouter ensuite un liseré fabriqué séparément. Il y en a même qui font ça avec une simple ganse de tissu blanche surpiquée d'un petit fil rouge. Regarde-moi cette belle blague. L'autre cas, ça concerne les chaussures. Tu as certains fabricants qui utilisent des coutures décoratives sur les semelles pour imiter un autre type de montage que celui qui est réellement réalisé sur la chaussure. Alors, dans le meilleur des cas, on utilise ce qu'on appelle une trépointe décorative pour faire passer un cousu Blake pour un cousu Goodyear, le premier étant moins solide que le second. La couture trépointe, c'est la petite couture que tu peux voir depuis le dessus de la semelle juste ici. Et là, c'est une fausse. On va dire que c'est pas très honnête, mais au moins tu as bel et bien quelque chose de cousu. Alors que dans le pire des cas, on va te mettre une couture décorative en dessous et même une au-dessus, alors que ce montage, c'est juste de la colle. Ça me prendrait beaucoup de temps de t'expliquer ici comment distinguer le vrai du faux, mais je te renvoie vers un excellent article de Jacques et Déméter pour ça, je te l'ai mis en description. Numéro 2, les vendeurs qui te prennent pour un jambon. Alors c'est pas parce que les vendeurs sont mauvais que les produits le sont. Mais de toute façon, si un vendeur te fait acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin, faut vraiment que tu sortes de cette boutique au plus vite. Voilà quelques signes que tu es face à un vendeur à qui le patron a dit « fais cracher les clients ». Alors déjà, il y a le cas de « ah bonjour monsieur, spécialement aujourd'hui nous avons moins 30% sur nos chemises ». Comme par hasard, le jour où tu as décidé de rentrer, il y a une promo. C'est incroyable, hein. Ensuite, tu as le cas du tarif spécial juste pour vous. C'est-à-dire que le vendeur va devoir hésiter sur une pièce et là d'un coup il va te sortir un petit moins 15, moins 20, moins 30 peut-être même où il te dira que c'est un tarif spécial juste pour toi parce que t'es très sympa ou que ça te va particulièrement bien. Bref, tu vois l'idée quoi. Ah, et bien sûr, crois-moi, comme pour les soldes abusifs, c'est déjà prévu dans le prix de vente initial de faire cette réduction. Tu as aussi le cas un peu plus subtil, mais fréquent, des vendeurs qui se ruent sur toi à l'entrée, te couvrent de compliments, te demandent tout le temps si tu as besoin de quelque chose, si tu veux essayer un truc, toutes les 2 secondes. Et du coup, le but, c'est que tu te sentes un peu obligé d'acheter. Et enfin, le dernier cas classique bien connu des femmes, c'est quand, miraculeusement, chaque truc que tu essayes dans la boutique te va merveilleusement bien. C'est incroyable. Et ça aussi, ça participera au fait que tu achètes plus. Numéro 3. Les sites qui puent la contrefaçon ou le scam. Alors c'est un truc qui me paraissait assez simple à voir et je pensais pas que je devrais l'expliquer en vidéo un jour. Mais vous avez été tellement nombreux à me poser la question sur Bungle que je me dis qu'il faut que je le fasse une bonne fois pour toutes. Hey Nicolo, j'ai trouvé une super paire de sneakers Lanvin sur un site à moins 70% alors qu'on n'est pas en solde et en plus il y a toutes les tailles. Est-ce que c'est normal? Je t'avoue que le site a l'air un peu bizarre quand même. Alors je pense que même si tu as envie d'y croire très fort, tu sais au fond de toi que ce site pue l'arnaque, sinon tu me poserais pas la question. Ce que tu me montres là, c'est un site qui dans le meilleur des cas va t'envoyer une contrefaçon toute pourrie et ne plus jamais te répondre. Et dans la plupart des cas, ils ne vont pas s'embêter plus que ça, ils vont simplement encaisser ton paiement, puis le transférer vers une plateforme monétaire en ligne ou vers un pays où tu ne pourras pas les poursuivre pour récupérer ton argent. Bon, mais je ne voudrais pas que tu deviennes parano en achetant sur internet alors que ça n'a jamais été aussi safe qu'aujourd'hui. Regardons donc comment reconnaître ces fameux sites. Déjà, on ne tombe que rarement sur ces sites par hasard. Tu débarques dessus quand tu as l'idée de génie de te dire « je vais taper le nom de la marque suivi de pas cher dans Google et ça va forcément me donner un super bon plan ». De quoi te prendre une belle leçon d'humilité, hein. N'oublie jamais que tu n'es pas plus malin que tout un secteur du marché et que Google n'est pas une baguette magique non plus. Ensuite, premier signe qui saute aux yeux, regarde le design du site. Tu n'as pas besoin d'être graphiste pour t'en rendre compte. Ces sites ressemblent généralement au travail d'un élève de 5e pour son cours d'informatique et technologie. En gros, c'est très moche, ça ressemble à l'internet du début des années 2000. Et les photos des produits n'ont aucune cohérence entre elles, on décèle assez facilement que ce sont des captures d'écran des photos d'autres vrais sites marchands, piochés à droite et à gauche. Ensuite, deuxième chose, pense à vérifier les mentions légales et le contactez-nous. S'il n'existe aucune adresse légale, aucun nom du propriétaire, ni mail de contact et que c'est un simple formulaire tout vide,
c'est que la personne qui est derrière le site masque tranquillement son identité pour mener son arnaque. Et enfin, comme on vous le dit toujours, arrêtez de chercher le miracle parce que généralement, il n'y en a pas. Comme par hasard, le produit que tu cherchais est vendu dans absolument toutes les tailles, parfois même des tailles extrêmes qui ne sont même pas produites par la marque. Et bien sûr, aucune taille n'est jamais sold out et les prix pratiqués sont excessivement faibles. De la casquette Uncut à la veste en denim Naked and Famous en passant par le blouson en cuir balmain. Ça en fait une grosse sélection, dis donc! Tu as aussi ceux qui se spécialisent dans une seule marque, généralement des noms très recherchés comme Canada Goose, Nike ou Adidas. Alors, blague à part, arrête-toi une seconde et demande-toi comment, financièrement parlant, un tel site pourrait exister. C'est juste impossible. Dernier indice, et je pense que celui-là c'est mon préféré, les noms de domaine sont souvent complètement absurdes. En fait, l'arnaqueur va acheter n'importe quel nom de domaine disponible qui a un bon référencement par rapport aux termes recherchés. Donc ça fait que parfois tu tombes sur des sites qui ont des noms en rapport avec la voyance ou l'électroménager. Bref, si tu vois ça, ferme cet onglet et range ta CB. Et si tu es un peu curieux, garde le lien de côté et reviens 1 ou 2 semaines plus tard. Tu verras que le site aura probablement fermé, laissant juste le temps à l'arnaqueur d'empocher quelques ventes bidons avant de relancer un autre site. Numéro 4. Les matières pas nettes. Si tu nous suis déjà depuis un certain temps, tu sais qu'avoir une bonne matière, c'est la base pour acheter un bon vêtement. Et des matières bidons, il y en a beaucoup, donc je t'ai fait un petit topo sur comment les reconnaître. Tout d'abord, les cuirs qui brillent un peu trop et ne comportent aucune aspérité, alors que la chaussure est à moins de 200 €. C'est ce qu'on appelle une fleur corrigée. En fait, l'extérieur est complètement poncé, puis enduit pour masquer la faible qualité du cuir. Ensuite, tu as le cuir qui pue l'animal crevé. Alors non, ce n'est absolument pas normal, n'écoute pas les vendeurs qui te disent « Mais c'est parce que c'est du vrai cuir, monsieur !» À vrai dire, c'est même le contraire. Si ça pue comme ça, ce n'est pas tout à fait du cuir. C'est de la peau qui a été tannée vite fait, mal fait, pas entièrement, et qui est donc à moitié en putréfaction. C'est l'une des choses qui rend le bon cuir aussi cher d'ailleurs. Il doit passer des mois dans des cuves à attendre sagement que le processus de tannage soit fini pour devenir imputrescible. Ensuite, tu as les mailles, les chemises et les t-shirts avec du synthétique. Alors ça s'applique pas à 100% des cas, tu as aussi les matières techniques ou les cas où on a mis un peu de synthétique pour donner un aspect particulier à la matière. Mais on va dire que c'est le genre de mélange qui est vraiment très peu désirable sur tes pulls, chemises et t-shirts. Car autant sur un manteau ou un pantalon ça peut passer, autant sur des pièces qui te tiennent aussi près du corps, ça peut vite devenir étouffant. D'ailleurs, pour ce qui est des compositions sur les sites internet, fais bien attention quand tu vois des trucs du genre laine majoritaire ou laine mélangée ou mélange de laine. En général, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout 20 ou 30% de laine, allez, 60 si t'as de la chance, et le reste en bon vieux synthétique qui tâche. Numéro 5. J'ai recruté mon designer sur les bancs de l'école primaire. Écoute, je sais, une pièce moche, c'est pas forcément une pièce de mauvaise qualité. Mais j'ai envie de te dire, quand une marque se prend la tête pour sourcer des matières magnifiques et les monter avec des beaux détails, généralement elle s'embête aussi pour que ce soit un peu beau. Alors qu'à l'inverse, il y a certaines directions artistiques qui font tellement cheap que tu sais au fond de toi, quand tu vois le produit, que ça va être vraiment de la merde. Du coup, si tu débutes, sois bien attentif, ça peut être utile. Et si tu connais déjà, eh bien, tu vas bien rigoler. On commence avec les motifs qui partent dans tous les sens, notamment sur les chemises. Genre ça là, mais c'est quoi ça ? L'originalité c'est bien, mais quand elle existe juste pour faire original et qu'elle n'a aucun sens, aucune cohérence et qu'il n'y a pas de démarche, eh ben on appelle ça de l'excentricité. Et souvent, ça foire. Ensuite, tu as les t-shirts et les sweatshirts avec le style écriture imprimée qui ne veulent absolument rien dire. Je ne comprends pas pourquoi ça existe honnêtement. J'ai mis ces trucs quand j'avais 11 ou 12 ans parce que je m'en fichais tout simplement. Mais quand tu as le choix entre un basique normal et un truc pareil, pourquoi tu ne prends pas le t-shirt normal? Et d'ailleurs, qui paye ces mecs pour designer ça? Comment? Pourquoi? Le mystère reste entier. Après, tu as les pièces bicolores avec des couleurs qui ne vont pas ensemble. Sérieusement, ce sont des robots qui génèrent aléatoirement les combinaisons ou quoi? Et puis tu as un de ceux que je déteste le plus, c'est les détails contrastants dans tous les sens. Mention spéciale aux intérieurs de cols de chemise avec des motifs fantasy. Bien dégueulasse. Et enfin en dernier, le grand classique qu'on retrouve un peu partout, les jeans délavés n'importe comment. Non et non. Le but du délavage d'un jean, c'est de refléter la patine du temps, le côté naturel de l'usure du vêtement. Ok, une patine qui imite à peu près correctement le délavage d'un brut, c'est pas ce que je préfère, mais ça se défend. Mais ces trucs-là n'ont aucun sens. Il est où le délavage naturel du temps là, sur ce jean? Pour avoir des cuisses aussi blanches, le gars va au travail en glissant sur le ventre ou quoi? Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je dois dire que ça me démangeait un peu cette petite liste. Et c'est vrai que j'ai tapé un peu fort, mais si tu t'es reconnu dans certains choix, dis-toi qu'on fait tous des erreurs. Et n'hésite pas à me raconter toi aussi si tu as des signaux d'alerte qui font que tu sais que tu n'achèteras pas. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un pouce bleu, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.